Bonjour à toutes et à tous, Maxime Bousquet, je suis le responsable du service des collectivités à Groupama Doc. Madame, Monsieur le maire, Madame, Monsieur le Président, bonjour. Je suis Clarisse Ortolan, je suis avocate. Cela fait plus de 15 ans que je conseille, que j'assiste et que je représente en justice des collectivités territoriales et des établissements publics notamment. Alors, tout d'abord, je voudrais vous informer, nous avons rencontré un problème technique et nous ne pouvons pas diffuser ce webinaire, c'était réunion d'information en direct. En revanche, nous aurons la possibilité de la diffuser dans la journée et vous pourrez donc la visionner normalement. Et également poser toutes les questions que vous souhaitez poser au fur et à mesure de l'intervention de Maître Ortolan. Aujourd'hui, nous avons retenu comme sujet les marchés publics. Nous avions déjà réalisé un premier webinaire, réunion d'information courant mars sur le thème de l'urbanisme. Nous avons rencontré un vif succès de nombreuses collectivités, plus de 200 collectivités et communes avaient donc participé à cette réunion d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans le même credo, donc de prévention, puisque à Groupama, nous réalisons des actions de prévention, que ce soit sur les risques donc, de dommages aux collectivités, également sur les risques automobiles, sur les risques climatiques. Et là, cette année, nous avons engagé donc, un partenariat avec Maître Ortolan pour donc, vous présenter des sujets en termes de prévention concernant plutôt la responsabilité générale des collectivités. Donc je vais laisser la parole à Maître Ortolan qui va vous présenter son exposé sur le thème des marchés publics. Maître, c'est à vous. Toutes les communes, tous les établissements publics doivent, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, conclure des marchés publics dans le domaine des travaux, dans le domaine des fournitures, mais également dans le domaine des services. À l'occasion de la conclusion et de l'exécution de ces contrats administratifs, de ces marchés publics, peuvent survenir des différends, mais également des contentieux. C'est autant de risques que si on les avait connus, on peut justement les anticiper et éventuellement les éviter. La présente présentation a pour finalité de vous présenter les marchés publics dans le cadre de 3 phases. Première phase, la passation. Deuxième phase, l'exécution. Et enfin, la réception et après. Alors, commençons avec la première phase, à savoir la passation de marchés publics. La passation de marché public, je vous la présente sous la forme de 6 étapes. Première étape, la définition des besoins. Cette première étape, la définition des besoins, est selon moi particulièrement essentielle. Par cette phase, l'acheteur public doit déterminer son besoin, c'est-à-dire son objet, c'est-à-dire son volume, c'est-à-dire le délai notamment. Mais également, il y a certains acheteurs publics qui connaissent avec privilège certains domaines, et notamment le domaine avec lequel ils vont conclure justement le marché. Mais certains acheteurs publics ne connaissent pas le domaine concerné par le marché. Pour cela, c'est développer une pratique, la pratique du sourçage. Par cette pratique, un acheteur public peut contacter plusieurs opérateurs économiques qui interviennent dans le domaine concerné pour se renseigner sur ce domaine, à savoir notamment les volets techniques, les labels, les normes nécessaires, mais également et surtout le domaine du prix. Cette pratique du sourçage, elle est autorisée. Il n'en demeure pas moins qu'elle comporte des risques. Et les risques correspondent notamment aux atteintes aux grandes règles de la commande publique, à savoir la liberté d'accès, l'égalité d'accès devant la commande publique, mais également la transparence dans les procédures publiques. De sorte que quand un acheteur public appelle des opérateurs économiques pour se renseigner dans l'environnement économique du marché concerné, il ne faut pas qu'il lui pose des questions ou qu'il lui communique des informations qui seraient susceptibles de l'avantager dans l'hypothèse où par la suite cet entrepreneur, cet opérateur économique répondrait et soumissionnerait au marché. Et surtout, si l'acheteur public communique des informations qui pourrait avantager justement cette entreprise sourcée, ce sont les autres candidats qui n'ont pas été sourcés, qui pourraient, elles, justement, se prévaloir et contester devant le tribunal administratif territorialement compétent cette rupture d'égalité devant, justement, la commande publique. Et là encore,
vous voyez, par cette pratique, je vous identifie un risque qu'il faut tout faire pour éviter par la suite de se retrouver devant le tribunal administratif à la suite d'un recours qui aurait été engagé par une personne qui n'a pas été sourcée et qui se prévaut justement d'une rupture de légalité, d'une atteinte aux règles de la commande publique. Donc voilà cette première étape qui a pour finalité la définition de ce besoin. La définition de ce besoin a pour finalité de vous permettre, à la fin que vous ayez justement, que vous aurez fait le tour justement et bien défini justement ce besoin, de déterminer si vous constatez que d'autres acheteurs publics comme vous ont le même besoin et alors vous vous dites, je vais me regrouper avec lui, je vais rejoindre un groupement de commandes qui a été mis en œuvre ou alors je vais rejoindre une centrale d'achat qui est déjà existante, première possibilité. Deuxième possibilité pour un acheteur public, là l'acheteur public constate qu'il n'est pas à mesure de définir techniquement justement avec précision son besoin, de sorte que dans ce cas-là, il peut mettre en œuvre une procédure de passation dédiée à ce type de situation. On appelle cette procédure justement formalisée avec négociation. Après, troisième type de situation, l'acheteur public peut se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul opérateur économique qui est en mesure de répondre à son besoin, alors pour des raisons techniques, pour des raisons artistiques, ou alors pour des raisons liées à la protection des droits d'exclusivité. Enfin, quatrième situation, l'acheteur peut également constater qu'effectivement, il a bien défini son besoin, son objet, son volume, les spécifications techniques. Il s'est bien renseigné sur justement l'environnement économique au cours duquel justement le marché va pouvoir se développer, de sorte que il peut franchir la deuxième étape, c'est-à-dire la détermination de la procédure à mettre en œuvre, la procédure de passation. Alors, cette procédure de passation à mettre en œuvre, elle est déterminée, par la nature de l'acheteur public, soit un pouvoir adjudicateur, soit une entité adjudicatrice. Un pouvoir adjudicateur, ça correspond principalement à l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics, alors que les entités adjudicatrices, c'est un pouvoir adjudicateur, mais qui intervient dans des domaines de réseau, alors principalement les transports ou encore l'énergie. Et alors, premier élément qui détermine justement la procédure à mettre en œuvre, donc la catégorie d'acheteurs, et après le deuxième élément, le prix. Alors présentons maintenant et voyons ensemble justement ces principales procédures de passation. La première et le premier type de procédure de passation, ce sont les procédures formalisées. Les procédures formalisées correspondent aux procédures dont le montant des marchés hors taxe est supérieur pour les marchés ayant pour objet des fournitures courantes et des services à 215 000 € hors taxe à ce jour, et s'agissant des marchés ayant pour objet les travaux, supérieurs à 5 382 000 € hors taxe. Pour les marchés dépassant ce seuil, l'acheteur public a le choix, soit il organise un appel d'offres qui peut être ouvert ou fermé, soit il recourt à la procédure avec négociation, soit, troisième possibilité, il recourt à la procédure de dialogue compétitif. Donc voilà les principales et les plus utilisées procédures formalisées. Ensuite, deuxième type de procédure, la procédure adaptée. C'est d'ailleurs celle qui est la plus utilisée en France. Cette procédure adaptée correspond au marché dont le montant hors taxe est inférieur au seuil des procédures formalisées. Le seuil des procédures formalisées, je viens de vous l'indiquer, c'est-à-dire pour les fournitures courantes et les services, 215 000 € hors taxe, et pour les travaux, 5 382 000 € hors taxe. Et entre ces seuils et le seuil minimal justement de 40 000 € hors taxe, entre ces deux seuils, 40 000 et 215 000 € hors taxe pour les fournitures courantes et les services, entre 40 000 et 5 382 000 € hors taxe pour les travaux, voilà les marchés qui peuvent être concernés par la procédure adaptée. Dans la procédure adaptée, c'est l'acheteur public qui détermine librement les modalités de publicité de mise en concurrence, à la différence des procédures formalisées où le code de la commande publique présente de façon très stricte et très rigoureuse justement les procédures que l'on a vues, appel d'offres, négociation et également dialogue compétitif.
Troisième type de procédure, la procédure négociée sans publicité et mise en concurrence. Cette procédure recouvre en réalité plusieurs types de marchés. Le premier type de marché susceptible d'être concerné par ce type de procédure, c'est d'abord les marchés dont le montant hors taxe est inférieur à 40 000. Ensuite, le deuxième type de marché concerné, ce sont les marchés mais qui doivent être conclus en présence d'une urgence impérieuse. Et c'est cette urgence impérieuse qui rend impossible le respect des délais minimums qui sont exigés par le Code de la commande publique, tant en procédure adaptée, que l'on a vu, que précédemment dans le cas des procédures formalisées. Bon. Et alors, j'appelle votre attention sur la pluralité de jurisprudences qui sont intervenues dans ce domaine, dans lesquelles des collectivités avaient notamment mis en avant justement cette procédure, la procédure d'urgence impérieuse, pour construire notamment des collèges. Et le Conseil d'État a indiqué que la construction de collèges ne présentait pas une urgence impérieuse au sens des règles de la commande publique, mais en réalité était liée à une insuffisance dans l'anticipation des collectivités dans la nécessité de construire justement le collège. Donc j'appelle votre attention sur ces jurisprudences, il y en a eu plusieurs en France, pour justement, quand vous appréciez l'urgence impérieuse, appréciez-la de façon stricte, car si vous l'appréciez de façon trop large, vous ouvrez la porte par la suite à des risques de contentieux, et le Conseil d'État, je vous le dis, fait une application particulièrement stricte de la définition de l'urgence impérieuse. Ensuite, troisième type de situation dans lesquelles vous pouvez recourir à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, c'est la procédure qui intervient en cas d'infructuosité. Alors, une procédure qui se résout en infructuosité, c'est une procédure qui est lancée, donc ça peut être une procédure formalisée, mais ça peut également être une procédure adaptée. Un appel d'offres est organisé et au final, soit il y a 0 candidat, soit il y a effectivement un candidat avec une offre, mais l'offre qui est déposée est inacceptable. Bon, eh bien, dans ce cas-là, parce que l'offre est inacceptable, eh bien, l'acheteur public peut alors, dans un deuxième temps, et après avoir établi dans un écrit, avoir constaté l'infructuosité justement de cet appel d'offres, eh bien, engager une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. À côté de ces 3 possibilités, il y a également 3 autres particularités. La première particularité concerne les marchés d'achat de livres non scolaires où jusqu'à 90 000 € hors taxe, l'acheteur public peut organiser une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. Deuxième particularité, c'est l'achat de travaux innovants, mais également de fournitures courantes, également de services innovants, où, là encore, les acheteurs publics peuvent procéder à ces achats innovants dans la limite de 100 000 € hors taxe pour pouvoir recourir de façon fondée à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. Troisième particularité là, qui est la conséquence du Covid, c'est la réalisation de travaux publics jusqu'à 100 000 € hors taxe, et ce seuil des 100 000 € hors taxe, il a été prorogé là, ce printemps jusqu'au 31 décembre 2024. Donc voilà les 3 possibilités, c'est-à-dire les procédures formalisées, où tout est particulièrement justement précisé dans le Code de la commande publique, les procédures sont rigoureuses. Deuxième type de procédure, procédure adaptée, quand on est entre 40 000 et les seuils de procédure formalisée. Et après, troisième type de procédure, procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, qui correspondent à plusieurs types justement de marchés, inférieurs à 40 000, ensuite en urgence impérieuse, ou alors en présence de l'infructuosité d'une procédure, et après les particularités pour les achats innovants, ensuite et également les travaux jusqu'à 100 000 et les marchés d'achat d'ouvrages non scolaires. J'appelle votre attention concernant cette procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. Le recours à cette procédure ne veut pas dire exonération du respect des règles de la commande publique. Ça, le Conseil d'État l'a rappelé, c'était en 2020. Et cela veut dire que, quand bien même l'acheteur public recourrait à une procédure négociée, il ne peut pas systématiquement
conclure avec le même opérateur économique, avec le même candidat. Il ne peut pas. Et s'il le fait, il faudra qu'il soit en mesure de justifier les raisons pour lesquelles, justement, il a signé avec lui. D'où l'importance de bien connaître les marchés correspondant à ces procédures sans publicité ni mise en concurrence, parce que très régulièrement, elles peuvent être mises en avant. Ensuite, troisième étape, après avoir défini le besoin, après avoir justement déterminé la procédure à mettre en œuvre, maintenant, il faut rédiger les documents de la consultation. Alors, les documents de la consultation, dans le cadre de tout marché, recouvrent d'abord l'avis de marché, c'est cet avis que l'on verra après qui sera publié. Ensuite, le règlement de consultation, c'est ce document qui fixe justement le déroulement de la procédure de passation du marché. Ensuite, doivent être établis les cahiers des clauses. Alors, il y a les cahiers des clauses administratives générales, eux qui sont établis systématiquement par l'État et à échéance régulière, et le cahier des clauses techniques générales qui sont également établis par l'État à échéance régulière dans les trois domaines, c'est-à-dire travaux, fournitures courantes et également services. Ces documents, que l'on appelle CCAG, cahier des clauses administratives générales, CCTG, cahier des clauses techniques générales, fixent pour le CCAG les grandes lignes justement de la procédure administrative liée justement à l'exécution du marché, et concernant le CCTG, fixe les grandes lignes de l'exécution technique justement d'un marché justement dans tous les domaines. Et d'ailleurs, il y en a 6 à ce jour et il y en a bien plus. Donc, il y a travaux, mais il y a également fournitures courantes, mais il y a également maître d'œuvre, il y a également nouvelles technologies et communications. Autant de CCAG pour correspondre justement à tous les marchés qui peuvent être conclus. La référence express à ces CCAG m'apparaît particulièrement opportune parce que si vous ne faites pas référence de façon expresse au CCAG et au CCTG, cela signifie que vous, acheteurs publics, vous devez établir donc un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulière qui recouvrira l'intégralité du déroulement administratif du marché à venir et tout le déroulement du volet technique du marché à venir. Alors, sachez que la rédaction de tels documents, moi qui le fais régulièrement justement avec des clients, c'est quand même un travail particulièrement long. Et il peut être opportun de se référer au CCAG et au CCTG et par la suite d'apporter des précisions ou également et surtout des dérogations à certains articles fixés dans le CCAG, mais dont vous ne souhaitez pas l'application, dans le cahier des clauses techniques particulières ou dans le cahier des clauses administratives particulières, vous précisez les articles du CCAG, du CCTG, qui ne seront pas applicables et vous fixerez justement l'étendue de la disposition que vous aurez justement personnellement choisie pour le marché concerné, le marché à venir. Alors, voilà les principaux documents qui doivent être rédigés. Dans le règlement de la consultation, qui est un document majeur dans le cas de la procédure de passation, il faut fixer avec précision le déroulement de cette procédure de passation. Alors, au-delà du besoin que l'on a vu tout à l'heure, mais il faut également et surtout bien préciser les critères de candidature et également le critère de jugement des offres. Et là, le critère de jugement des offres, cela nourrit régulièrement des contentieux. Le Code de la commande publique impose soit que l'acheteur public recourt à un critère, ce sera le critère du prix, soit que l'acheteur public recourt au critère du prix, qui sera accompagné d'autres critères qui doivent impérativement être non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou aux conditions d'exécution du marché. Alors, ces critères non discriminatoires, le terme non discriminatoire est un terme général, mais l'application de ce terme peut parfois être sujet à interrogation. Alors, sachez, je vais vous prendre quelques exemples. Par exemple, le critère esthétique. J'ai été amenée à l'appliquer il n'y a pas longtemps. Ce critère esthétique, si vous ne le définissez pas précisément, vous laissez à l'acheteur une latitude d'appréciation énorme.
Mais parallèlement, du côté justement du candidat qui va répondre, le candidat qui va répondre, il doit rédiger une proposition, il doit rédiger une offre, et cette offre, il la déposera auprès de vous. Quand il voit ce critère esthétique, il faut que lui, quand il lise justement le règlement de consultation, quand il lira également votre cahier des clauses administratives particulières et votre cahier des clauses administratives particulières, il faut qu'il comprenne justement la description de votre besoin et l'étendue des prestations qu'il devra réaliser si il obtient le marché. Mais également et surtout, c'est au regard de ces développements qu'il va devoir apprécier à quoi correspond ce critère. Alors, concernant le critère de l'esthétique, pour pouvoir apprécier ce critère de l'esthétique, il faut que précédemment, dans les documents de la consultation, il faut que l'acheteur public ait expressément et précisément décrit ce qu'il attendait, sa vision. Là, dans le cas présent, c'est une salle des fêtes. Dans le cas présent, ce que le maire envisageait concernant l'édification et l'architecture de sa salle des fêtes. Et donc, le critère de l'esthétique, préciser seulement que comme ça, en 2 mots, critère de l'esthétique, c'est complètement insuffisant. Et vous avez tout intérêt, précédemment dans les documents de consultation, à consacrer un paragraphe sur justement la description précise sur ce critère, par exemple sur ce critère de l'esthétique. Alors, il y a également plein d'autres exemples et de façon générale, tous les critères, comme toutes les prestations qui seront l'objet du marché, doivent être précisément définis dans les règlements de la consultation. Et dans l'hypothèse où vous ne les définiriez pas de façon suffisante, par la suite, les candidats, notamment les candidats évincés, on le verra ensuite, peuvent engager une procédure pour contester la procédure de passation et devant le juge, il mettra notamment comme argument le fait que les critères n'étaient pas suffisamment précis, que les candidats, en lisant les documents de la consultation, n'ont pas justement compris réellement ce que l'acheteur public entendait par critère de l'esthétique et après sa vision au moins sommaire qu'il avait justement de l'esthétique qu'il attendait. Et à plusieurs reprises, des juridictions administratives françaises ont annulé des procédures de passation au motif notamment que les critères n'étaient pas suffisamment précis. Aussi, je ne peux que vous encourager vivement à être particulièrement précis dans la définition, la description de votre besoin dans les documents de consultation, mais également s'agissant des critères de jugement des offres, où ces critères doivent être particulièrement précis pour permettre à tous les candidats potentiellement intéressés et qui déposeront une offre, de pouvoir préparer une proposition et déposer une offre auprès de vous. Alors, voilà ce que je souhaitais dire concernant cette 3e étape. Ensuite, une fois que les documents de consultation sont rédigés, que la procédure de passation ait été déterminée et le besoin précisément défini également dans les documents de consultation. Maintenant, l'acheteur public, il doit publier l'avis de marché, le premier document que l'on a vu tout à l'heure. Alors, le support de publication de cet avis de marché est lié au montant du marché. Et là, on retrouve ces seuils. Alors, pour les marchés ayant un montant hors taxe inférieur à 40 000 € hors taxe, là alors, le choix du support de publicité est libre. C'est l'acheteur public qui détermine librement l'endroit où il va diffuser justement son avis de marché avec, en pièce jointe, les documents de consultation. Mais sachant que le support doit permettre une bonne utilisation des deniers publics, doit permettre la bonne détermination d'une offre économiquement la plus avantageuse. Donc, il faut quand même choisir un support qui permettra à des entreprises qui évoluent dans ce domaine concurrentiel de le voir et de pouvoir, effectivement, si elles sont intéressées, d'y répondre. Alors, premier montant, 40 000 € hors taxe. Ensuite, deuxième montant. Alors, deuxième montant, c'est entre 40 000 € hors taxe et 89 999 € hors taxe. C'est toujours en hors taxe en matière de marché public. Et là encore, les marchés qui ont ce montant hors taxe, les acheteurs publics peuvent librement choisir le support de publicité, support sur lequel elles vont diffuser l'avis de marché. Après, troisième montant. Alors là, ce sont les marchés qui se situent entre 90 000 €
€ hors taxe et 214 999 € pour les marchés ayant pour objet des fournitures courantes et des services. Ce seuil est différent s'agissant des marchés de travaux, car, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les procédures formalisées, pour les procédures de travaux, le seuil est à 5 382 000. De sorte que là, le support de publicité, c'est entre 90 000 et 5 381 999. Pour ces deux types de marchés, dont les marchés conclus ayant un montant entre 90 000 € hors taxe et 214 999 € hors taxe pour les marchés de fournitures courantes et de services, et entre 90 000 et 5 381 999 € pour les marchés ayant pour objet les travaux, là alors, le support de publicité, le support sur lequel l'avis de marché doit être publié, eh bien là, l'acheteur public choisit soit le bulletin officiel des annonces de marché public, soit le journal d'annonces légales, le fameux JAL. Donc voilà le quatrième type. Et enfin, pour les marchés dont le montant hors taxe est supérieur à 215 000 € hors taxe, s'agissant des marchés ayant pour objet les fournitures courantes et les services, et s'agissant des marchés ayant un montant supérieur à 5 382 000, là alors, l'acheteur public a l'obligation de diffuser l'avis de marché. Alors là, dans deux journaux, le BOMP, Bulletin officiel des annonces de marché public, et le journal officiel de l'Union européenne. J'appelle votre attention sur le caractère impératif de diffusion sur ce support, sur ces supports, selon le montant du marché. Sachez que si vous diffusez votre avis de marché sur un support qui ne correspond pas à ce qui est prévu par le Code de la commande publique que je viens de vous présenter, sachez que c'est constitutif d'une irrégularité et surtout c'est constitutif de l'atteinte au principe de l'égalité. Souvenez-vous, au début, justement, je vous ai bien rappelé les trois principes, la liberté, l'égalité, également la transparence, justement, en matière de commande publique. Là, le fait de ne pas diffuser un avis de marché sur le support correspondant, sachez que c'est une atteinte, justement, à ce principe d'égalité et des candidats évincés, justement, pourraient engager les procédures nécessaires pour, justement, que votre procédure de passation puisse être annulée sur le seul fondement, justement, de l'atteinte au principe d'égalité. C'est la raison pour laquelle, moi, j'appelle votre attention à appliquer strictement ces règles de la commande publique s'agissant du support en matière de publicité d'avis de marché. Alors, quand vous, mesdames, messieurs les acheteurs publics, vous aurez diffusé l'avis de marché sur le support que je viens de vous présenter, entre le moment où vous aurez diffusé justement cet avis de marché sur ce support et la date limite de réception des offres, donc pendant ce délai, les candidats pourront déposer les offres auprès de vous. Ce délai, donc entre la diffusion de l'avis de marché et la date limite de réception des offres, ce délai est de 30 jours si la communication des documents de consultation est communiquée par courriel. Dans l'hypothèse inverse, mais ça c'était avant puisque maintenant tout est communiqué par mail, avant c'était 35 jours. Alors, sachez qu'aujourd'hui, le principe c'est 30 jours. Sachez que ce délai de 30 jours peut être ramené à 10 € quand un avis de préinformation a été publié, et également et surtout en cas d'urgence. Là, on retrouve cette fameuse urgence impérieuse. Alors là aussi, si vous justifiez justement de la diffusion sur le support d'un avis de marché pendant 10 jours au motif de l'urgence, sachez que là encore, il faut que vous disposiez de documents qui vous permettent de motiver de façon rigoureuse justement cette urgence. Parce que par la suite, s'il y a recours, devant les juges justement, il faudra que vous justifiez de façon motivée justement cette urgence. Et à défaut, vous courez le risque que le tribunal administratif annule la procédure de passation au motif notamment de ce que vous n'aurez pas diffusé sur le bon support également pendant un délai suffisant qui permette à tous les candidats potentiellement intéressés de déposer une offre. Alors en matière de procédure adaptée, ce délai de 30 jours, ce délai de 10 jours, en principe, il n'est pas applicable. Il n'en demeure pas moins que dans le Code de la commande publique, 30 jours, c'est présenté comme le délai devant être respecté en matière de procédure formalisée. La procédure adaptée, on est
c'est un montant inférieur à la procédure formalisée, de sorte qu'on n'est pas tenu de respecter le délai de 30 jours. Il n'en demeure pas moins que si, en matière de procédure adaptée, vous recourez à un délai particulièrement inférieur en 30 jours, eh bien, vous courez le risque que par la suite, si un candidat évincé conteste la procédure de passation, il soulève notamment comme argument l'insuffisance de diffusion de l'avis de marché qui l'a empêché, et également d'autres candidats évincés, de pouvoir utilement déposer une offre. Pour ces raisons, je considère que même en procédure adaptée, c'est ce que je dis au quotidien à mes clients, c'est de diffuser l'avis de marché, un délai le plus proche possible, justement, délai de 30 jours, entre 25 et 30. Mais 30, c'est l'idéal et moi, je l'applique, quel que soit le montant du marché. Donc, voilà ce que je comptais dire concernant cette nouvelle étape, concernant la diffusion de l'avis de marché. Ensuite, maintenant, c'est l'étape de la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse. On a vu tout à l'heure dans la détermination des documents de consultation, dans la rédaction, les critères de jugement des offres. Quand tous les candidats ont déposé leur offre et que la date limite de réception des offres a dépassé, maintenant, il faut regrouper toutes ces candidatures, toutes ces offres, et il faut les examiner. Il faut les examiner au regard seulement des critères de candidature qui ont été énoncés dans le règlement de la consultation et au regard seulement des critères de jugement des offres qui ont été énoncés dans le règlement de la consultation. Si vous, acheteur public, vous examinez les offres au regard de critères non énoncés dans le règlement de la consultation, il est fort probable que dans le tableau que l'on remplit à chaque fois que justement on examine des offres, avec justement en ligne les critères et après en colonne les différents candidats qui ont déposé une offre, il est fort probable que si vous analysez ces offres au regard de critères non énoncés dans le règlement de consultation, que dans justement les observations que vous allez mentionner sur ce rectangle de ce carré dans ce procès-verbal d'analyse des offres, vous allez mentionner des observations au regard de cette offre qui n'auront pas de lien ou un lien très très indirect avec les critères de jugement des offres. Et là, par la suite, vous le savez, une fois que le marché est signé, ce rapport d'analyse des offres devient document administratif communicable, de sorte que tous les candidats évincés peuvent demander sa communication. Et vous, acheteurs publics, vous serez tenus de communiquer ce rapport d'analyse des offres. Et très souvent, les candidats évincés, accompagnés de leur avocat, lisent ensemble ce rapport d'analyse des offres avec, à côté d'eux, les critères justement de jugement des offres. Et si, dans ce rapport d'analyse des offres, figurent des observations qui ont un lien très indirect justement avec les critères de jugement des offres, là, on a la preuve de ce que les offres ont été appréciées au regard de critères non prévus dans le règlement de consultation. Et ça, c'est irrégulier. Et à de nombreuses reprises, les juridictions administratives ont annulé des procédures de passation parce que les acheteurs publics ont examiné des offres au regard de critères non prévus dans le règlement de consultation. Et ça, on le voit très rapidement dans ce rapport d'analyse des offres. Et c'est la raison pour laquelle, avec les clients que je conseille au quotidien, à chaque fois, je leur dis « Faites attention aux observations que vous mentionnez dans ce rapport d'analyse des offres. Il faut que toutes vos observations aient un lien direct avec les critères de jugement des offres pour éviter justement ce risque que par la suite, un candidat évincé ou son avocat puisse considérer que telle et telle observation n'a aucun lien avec le critère de jugement des offres qui est énoncé dans le règlement de consultation. Donc, voilà ce que je souhaitais dire sur ce rapport d'analyse des offres, parce que c'est un document, un nouveau majeur en matière de commande publique. Vous l'avez vu, il y a pas mal de documents importants dans cette procédure de passation. Donc, ce rapport d'analyse des offres vous permet d'examiner de façon comparative justement toutes les offres aux critères de jugement des offres. Et par la suite, ça vous permet également de déterminer le premier, c'est-à-dire l'offre économiquement la plus avantageuse. Et ce candidat devient le titulaire du marché. Alors, pour les procédures formalisées, la commission d'appel d'offres doit par la suite justement se prononcer sur ce rapport d'analyse des offres
dont on vient de parler. Cette commission d'appel d'offres est obligatoire en matière de procédure formalisée. En revanche, en matière de procédure adaptée, elle n'est pas obligatoire. Il n'en demeure pas moins que les collectivités peuvent, si elles le veulent, eh bien, choisir qu'une commission d'appel d'offres qu'elle instituera eh bien, examinera l'intégralité des offres remises et également les candidatures. Dans une telle situation, c'est-à-dire dans le cas d'une procédure adaptée, dans laquelle eh bien, un acheteur public eh bien, mettra en place une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres émettra un avis. Et par la suite, c'est l'exécutif local qui prendra la décision d'attribuer le marché. À la différence des procédures formalisées où la commission d'appel d'offres n'émet pas un avis, mais effectivement, celle qui prononce sa décision par rapport eh bien, au candidat devenu titulaire parce que justement son offre a été reconnue comme offre économiquement la plus avantageuse. Alors, une fois la commission d'appel d'offres, dans l'hypothèse où on a une procédure formalisée, eh bien, l'offre économiquement la plus avantageuse déterminée. Là, l'acheteur public, il doit alors, sans délai, informer tous les candidats évincés du rejet de leur offre, du rejet de leur candidature. Cette communication doit intervenir sans délai par mail. Elle peut être éventuellement confirmée par lettre recommandée. Là alors, les candidats évincés, qui vont être destinataires de cette lettre de rejet, ont la possibilité de vous demander la communication des motifs de rejet. Ces motifs de rejet, là encore, accordez une attention particulière à cette lettre de rejet et aux motifs que vous énoncerez sur celle-ci. Parce que là encore, elle et son avocat prendront connaissance des motifs de rejet et en fonction des motifs de rejet que vous allez mentionner, eh bien, pourront décider justement de contester la procédure de passation. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de reprendre ce rapport d'analyse des offres et également, dans justement cette lettre de rejet, moi, je conseille systématiquement eh bien, de présenter les motifs de rejet sous la forme d'un tableau à double entrée, c'est-à-dire en ligne les critères, après en colonne eh bien, la colonne du eh bien, candidat destinataire, devenu candidat évincé, destinataire de la lettre, et à côté, la colonne avec les notes correspondant à chaque critère eh bien, du candidat qui est devenu titulaire parce que son offre a été reconnue comme économiquement la plus avantageuse. Donc voilà ce tableau à double entrée avec justement pour chaque critère et en fonction des colonnes, eh bien, la note de chacun. Les notes mathématiques présentent l'intérêt de ne pas être susceptibles d'appréciation parce que c'est des chiffres et donc des chiffres, eh bien, il faut les apprécier de façon objective parce que ce n'est que des chiffres. Alors que des mots, eh bien, les mots, le risque, c'est l'appréciation subjective. Il n'en demeure pas moins que si vous souhaitez ne pas retenir ce tableau à double entrée, alors reprenez votre rapport d'analyse des offres et reprenez justement eh bien, les observations que vous aurez notées. Et alors, observations, comme je vous l'ai dit précédemment, observations qui doivent toutes avoir un lien direct avec les critères de jugement des offres que vous aurez énoncés dans le règlement de la consultation. Alors voilà cette lettre de rejet qui peut être contestée par la suite dans le cadre d'un référé, on appelle ça référé précontractuel, c'est-à-dire avant la signature du marché. Et dans le cadre de ce référé, eh bien, c'est toutes les illégalités, toutes les irrégularités, toutes les atteintes aux grandes règles de la commande publique qui sont mises en avant. Atteinte à la liberté, atteinte à l'égalité, atteinte à la transparence. Et parmi tous ces moyens développés figurent notamment justement, les critères de jugement des offres qui justement manquent. C'est ce que justement les candidats évincés prétendent devant les juridictions administratives. Ils prétendent que justement ces critères eh bien, ont manqué justement d'objectivité, n'étaient pas justifiés par l'objet du marché ou alors ne respectaient pas le principe justement de non-discrimination. Donc, ce type d'arguments, il faut autant que possible justement les éviter et on peut les éviter en faisant attention, notamment ce que je vous indiquais tout à l'heure, lors de l'établissement de ces critères de jugement, d'établissement des offres et après, lors des critères de jugement des offres. Alors maintenant que l'offre économiquement la plus avantageuse a été déterminée, que les candidats évincés ont été destinataires chacun
d'une lettre de rejet que, éventuellement, certains ont demandé la communication des motifs. Alors peut-être que vous, spontanément, dans la lettre de rejet, vous avez fait ce tableau à double entrée où vous avez repris les mentions énoncées dans le rapport d'analyse des offres. Dans tous les cas, les candidats évincés sont informés du rejet de leur offre. Et maintenant, l'offre économiquement la plus avantageuse peut être et doit être informée par l'acheteur public de ce que son offre a été retenue et que maintenant, justement, l'acheteur public va pouvoir signer le marché avec cette offre économiquement la plus avantageuse devenue titulaire. Alors, cette signature ne peut pas intervenir immédiatement. Pourquoi elle ne peut pas intervenir immédiatement? Parce que le Code de la commande publique prévoit, alors sous l'influence des directives européennes, prévoit qu'entre le moment où l'acheteur public envoie au candidat évincé justement ces lettres de rejet et le moment où l'acheteur public signe avec le titulaire du marché, le marché, il doit s'écouler un délai de suspension, délai de standstill, c'est comme ça le Code de la commande publique l'appelle, il doit s'écouler un délai de 11 jours. Avant c'était 16 jours parce que c'était des envois par voie postale. Maintenant, parce que justement tout est envoyé de façon immatérialisée, ce délai est passé de 16 à 6. Donc voilà ce délai de 11 jours qui doit s'écouler entre l'envoi des lettres au candidat évincé et la signature du marché. Ce délai de 11 jours doit s'appliquer impérativement pour les procédures formalisées. C'est prévu de façon expresse dans le Code de la commande publique. Pour les procédures adaptées, ce n'est pas prévu. Il n'en demeure pas moins que je vous recommande vivement d'appliquer justement ce délai de standstill. Pourquoi ? Parce que le respect de ce délai de suspension de 11 jours présente un intérêt et que, par la suite, ce délai de 11 jours doit permettre au candidat évincé, s'il le souhaite, de contester la procédure de passation devant la juridiction administrative territorialement compétente. Mais si l'acheteur public ne respecte pas ce délai de suspension, ce délai pour tous les candidats évincés pour contester la procédure de passation, il n'est pas de 11 jours, mais il est de 6 mois. Alors 11 jours au lieu de 6 mois, c'est quand même très commode et ça permet un commencement d'exécution des marchés beaucoup plus rapide. De sorte que je recommande vivement aux acheteurs publics de respecter ce délai de 11 jours. 11 jours, ce n'est pas non plus un délai énorme. Et surtout, le respect de ce délai, comme je vous l'ai indiqué, présente un intérêt, à savoir la réduction significative du délai de recours contentieux. Alors, ce n'est qu'après l'écoulement de ce délai de 11 jours que, là alors, le marché peut être signé entre l'offre économiquement la plus avantageuse devenue titulaire du marché et l'acheteur public. Une fois que le marché est signé, vous, mesdames et messieurs acheteurs publics, vous devez diffuser un avis de marché. Alors cet avis de marché, cette diffusion doit intervenir dans le délai de 30 jours. Alors en principe, pareil, c'est réservé, c'est prévu que pour les procédures formalisées. Il n'en demeure pas moins que je vous recommande également de le faire, ou au moins de prévenir les candidats évincés de ce que justement le marché va être signé tel jour avec justement tel opérateur économique, parce que là encore, ça permet de réduire le délai de recours contentieux. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du recours référé précontractuel, c'est avant la signature du marché. Mais postérieurement à la signature de marché, là, s'ouvrent de nouvelles possibilités de former un recours. D'abord, le recours, c'est le référé contractuel dans le mois qui suit la signature du marché. Et également, dans les 2 mois également qui suivent, tout candidat évincé, mais également tout tiers qui se considère comme lésé de façon directe et certaine, peut contester, là ce n'est pas la procédure de passation, mais c'est carrément la validité du marché dans le délai de 60 jours. Donc ça fait quand même 3 possibilités de contestation de la procédure de passation ou justement de la validité du marché. Donc au lieu de 6 mois, ça passe justement à 30 jours si justement on a respecté ce délai de standstill. Et concernant le recours à l'encontre de la validité du marché, si justement vous ne diffusez pas, ce délai va être beaucoup plus long, le délai de recours contentieux, alors que ce délai pourrait être limité à 2 mois. Pour ces raisons,
par rapport à l'intérêt que présente justement la diffusion, enfin le respect de délai standstill et également de la diffusion de cet avis de marché, je vous recommande de le faire. Et enfin, je veux revenir sur ce rapport d'analyse des offres. Je vous l'ai présenté tout à l'heure et j'ai appelé tout à l'heure votre attention sur le fait qu'il fallait que justement que chaque analyse des offres, eh bien, chaque mention comporte une référence directe aux critères de jugement des offres que vous avez énoncés dans le règlement de la consultation. Une fois le marché signé, ce document devient un document administratif communicable et tout un chacun, alors bien sûr tous ceux qui sont intéressés par ce domaine, peuvent demander la communication de ce document et c'est comme je vous l'ai dit précédemment, c'est quand on le demande, enfin quand les candidats évincés ou même tout tiers lésé justement le demandent, par la suite quand ils le reçoivent, ils l'examinent avec leur avocat et au regard des mentions et du lien ou pas avec les critères de jugement des offres, peuvent décider de mettre en œuvre soit un référé contractuel dans le mois qui suit la signature du marché ou alors un recours à l'encontre de la validité du marché dans les 60 jours. Voilà. Donc on le voit, la procédure de passation est susceptible de générer des contentieux devant les juridictions administratives. Et également devant la commission d'accès aux documents administratifs. Là, ce n'est pas des contentieux, mais c'est des demandes de communication de documents administratifs. Au-delà de ces contentieux devant les juridictions administratives, le non-respect de ces règles de la commande publique est également constitutif d'une infraction pénale. Infraction qui est prévue à l'article 432-14 du Code pénal. C'est le délit d'atteinte à la liberté d'accès, à l'égalité des candidats dans les marchés publics. Ça correspond aux règles de la commande publique dont je vous ai parlé précédemment. Ce délit d'atteinte à la liberté, à l'égalité des candidats dans le cadre des marchés publics, c'est également un délit que l'on appelle plus couramment le délit d'octroi d'avantages injustifiés parce qu'il est expliqué ainsi dans le Code pénal et plus couramment on l'appelle justement le favoritisme. Sachez que ces infractions qui régulièrement alimentent la presse, régulièrement des plaintes sont déposées pour justement non-respect justement de ces règles, pour atteinte à l'article justement 432-14. Si de nombreuses infractions pénales comportent deux éléments pour pouvoir être retenus par un juge, un élément matériel et un élément intentionnel. L'élément d'atteinte à l'article 432-14, donc le délit d'octroi d'avantages injustifiés, le délit d'atteinte à la liberté d'accès, l'égalité des candidats dans les marchés publics, le juge et le procureur dans un premier temps regardent seulement l'élément matériel, c'est-à-dire le non-respect des règles de la commande publique, le non-respect des libertés de l'accès et de l'égalité dans le cas des marchés publics. Et uniquement le constat du non-respect de ces règles peut justement permettre à une plainte déposée par un candidat évincé d'être retenue et par la suite que vous, acheteurs publics, alors je ne souhaite pas à ceux justement qui me regardent, mais que des acheteurs publics puissent par la suite être cités directement devant le tribunal correctionnel territorialement compétent. Aussi, pour éviter autant que possible que, mesdames et messieurs acheteurs publics, vous puissiez un jour être cités directement devant le tribunal correctionnel territorialement compétent sur le fondement justement de cette infraction de délit d'octroi d'avantages injustifiés, je ne peux que vous recommander vivement d'appliquer de façon rigoureuse et stricte les règles de la commande publique, les règles que je viens de vous présenter de façon synthétique là devant vous. Donc voilà cette première étape de la passation justement d'un contrat administratif. Mais une fois qu'on a conclu justement ce contrat administratif, ce marché public, ça veut dire exactement la même chose. Maintenant, il faut penser à l'exécution de ce marché public. Alors, l'exécution de ce marché public, en principe, les prestations qui vont être exécutées ont été décrites avec précision dans le cahier des clauses techniques particulières et également pour partie dans le règlement de la consultation. Tout au long de l'exécution de ce marché public, je vous recommande vivement de conserver l'intégralité des documents que vous pouvez échanger avec l'acheteur public, mais surtout de confirmer toujours des échanges oraux que vous pourriez avoir justement avec
le titulaire du marché, puisque maintenant on ne parle plus d'offre économiquement la plus avantageuse. Maintenant que le marché a été signé, ça devient le titulaire du marché. Donc vous aurez avec le titulaire du marché. Au cours de l'exécution du marché, ce titulaire du marché peut notamment vous demander et vous adresser des demandes indemnitaires. Donc plusieurs types de situations. La première situation dans laquelle le titulaire du marché peut vous demander justement des indemnités complémentaires. C'est notamment lorsque la masse de travaux supplémentaires augmente. Lorsqu'il est décidé d'une augmentation de cette masse des travaux, s'il s'agit de marché à prix forfaitaire, dans ce cas-là, ça sera une augmentation de 5%. En revanche, s'il s'agit de marché à prix unitaire, dans ce cas-là, il faudra que ce soit une augmentation de 25%. Donc, des travaux supplémentaires peuvent générer des demandes de la part du titulaire du marché, au moins 5% pour les prix forfaitaires et 25% en matière de prix unitaire. Si ce seuil est dépassé, là, dans ce cas-là, vous, acheteurs publics, vous serez tenu justement de réserver une suite favorable à cette demande. Après, deuxième situation dans laquelle justement le titulaire pourrait vous adresser une demande indemnitaire. La deuxième situation, c'est l'hypothèse dans laquelle, entre vous et le titulaire du marché, il a été décidé de travaux supplémentaires qui ont été ordonnés par avenant et par ordre de service. Dans ce cas-là, les travaux exécutés sur le fondement de cet avenant et sur le fondement de cet ordre de service devront être rémunérés par l'acheteur public. Troisième type de situation, ce sont les travaux supplémentaires mais qui sont indispensables à la bonne exécution du marché selon les règles de l'art. Ça, c'est la position du titulaire. Et c'est le titulaire qui vous demande l'indemnisation justement de ces travaux supplémentaires parce que lui considère qu'ils sont indispensables pour l'exécution du marché et surtout qu'ils sont conformes aux règles de l'art. Là, vous, acheteur public, vous êtes informé de tout. Soit vous demeurez silencieux, soit au contraire, vous répondez de façon expresse, vous répondez de façon écrite. Je vous recommande vivement de répondre de façon écrite à toute demande indemnitaire qui serait manifestée oralement ou adressée de façon écrite par le titulaire du marché. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence, à plusieurs reprises, a considéré qu'un acheteur public qui avait été informé oralement de la volonté du titulaire du marché de réaliser des travaux supplémentaires parce que lui considérait qu'il présentait un caractère indispensable à la bonne exécution du marché, au respect des règles de l'art, l'élu, justement, l'acheteur public n'a rien dit, mais parce qu'il n'a rien dit, la jurisprudence administrative a considéré qu'en réalité, son silence finalement valait acquiescement. Alors que dans d'autres jurisprudences, parce que l'acheteur public s'était manifesté de façon expresse, de façon écrite, en refusant justement les travaux que voulait réaliser le titulaire, dans ce cas-là, le juge administratif n'a pas suivi la demande du titulaire du marché et le juge administratif n'a pas condamné l'acheteur public à indemniser justement le titulaire du marché par rapport aux travaux supplémentaires qu'il demandait, quand bien même le titulaire du marché considérait que ces travaux étaient justement indispensables à la bonne exécution du marché. Donc de ces jurisprudences, moi j'en tire un enseignement, c'est que dans le cas de l'exécution du marché, les acheteurs publics doivent bien sûr tout écouter, mais surtout doivent répondre à toutes les demandes qui seraient formulées à la fois oralement et par écrit. Les réponses doivent être forcément écrites parce que cet écrit, vous allez pouvoir le conserver et par la suite, dans l'hypothèse où le titulaire du marché viendrait à reformer une demande sur cette même thématique ou sur une autre, vous aurez justement déjà un document en justifiant de ce que justement vous avez exprimé justement un refus de réalisation par le titulaire justement de ce marché. Ensuite, quatrième type de demande qui peut être adressée par le titulaire à l'acheteur public, là c'est des demandes qui sont motivées par le titulaire du marché par des insuffisances de l'administration, des fautes de l'acheteur public. C'est comme ça que le juge administratif justement l'a qualifié dans un certain nombre de jurisprudences. Et là, je veux revenir au document de la consultation et à la définition du besoin. Si le besoin a été bien défini, si les documents de consultation justement ont été bien définis de façon précise, toutes les prestations ont été vraiment englobées et visées en principe,
vous avez dû anticiper justement toutes les situations. Et alors je pense notamment à une situation qui génère très régulièrement justement des différends. Quand vous voulez construire justement un immeuble, quelle que soit ensuite l'affectation de l'immeuble, il est indispensable de réaliser des études de sol préalables. Et il y a certains élus qui soit n'en pratiquent pas, n'en diligentent pas, soit au contraire n'en font qu'une, alors que leur sol présente des spécificités qui auraient rendu nécessaire un autre type d'études de sol. Sachez que ce type de situation, par la suite, peut générer pour l'acheteur public des ennuis, et notamment, mais par rapport à ce type de demande, l'acheteur public peut considérer qu'il ne peut pas exécuter telle et telle prestation, ça peut être parfois une partie de prestation, parce que justement, il ne dispose pas des documents suffisants ou par exemple des études suffisantes. Et parce que justement, par la suite, il sera jugé que l'acheteur public aurait dû effectuer justement telle étude, par la suite, vous, acheteur public, vous pourrez être condamné justement à verser, justement, à indemniser le titulaire du marché qui n'aurait pas pu exécuter tels travaux parce que justement, l'acheteur public a été défaillant dans la communication des documents, dans le cadre justement de règlement de la consultation, dans le cadre justement du CCTP. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai appelé votre attention sur l'exigence d'être précis, l'exigence d'être rigoureux et l'exigence, justement, d'envisager de façon globale votre besoin. Ensuite, une autre situation dans laquelle, justement, le titulaire du marché peut adresser à l'acheteur public une demande indemnitaire. Ces situations, on les a vues, là, ces dernières années avec le Covid. La première situation, c'est la situation de force majeure. Alors, un événement de force majeure, c'est un événement de nature variée qui est extérieur au parti, qui est irrésistible et qui est imprévisible. Alors là, si un tel événement survient, là, c'est le titulaire et l'acheteur public qui échangent ensemble sur la nature justement de cet événement. Parce que si cet événement de force majeure rend impossible l'exécution du marché et impossible de façon définitive, dans ce cas-là, il peut être décidé entre l'acheteur public et le titulaire du marché de résilier le marché. En revanche, si cet événement de force majeure rend impossible l'exécution du marché, mais seulement temporairement, dans ce cas-là, le titulaire et l'acheteur public peuvent convenir d'une prolongation du marché. Autre type de situation, les sujétions imprévues. Pareil, on entend parler régulièrement avec l'augmentation du prix des matières premières. Alors les sujétions imprévues, ce sont des événements de nature matérielle qui présentent, comme pour la force majeure, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire extérieures au parti, irrésistibles et imprévisibles. Si le titulaire vous adresse une demande indemnitaire fondée sur des sujétions imprévues, qu'il justifie dûment, qui justifie au regard de sa comptabilité analytique personnelle à entreprise. Et pas seulement sur des articles de presse issus de journaux nationaux ou internationaux qui rendent compte de l'augmentation du prix des matières premières. Il faut que la demande concerne et justifie la situation de l'entreprise. Si la demande est dûment justifiée par la comptabilité d'analytique, là, dans ce cas-là, l'acheteur public, justement, doit justement faire droit à cette demande, dans l'hypothèse où elle est dûment justifiée. Dans l'hypothèse où elle serait justifiée uniquement au regard d'articles de presse nationale ou internationale, au regard de la jurisprudence, on considère que la demande n'est pas dûment justifiée, de sorte que vous n'êtes pas tenu de faire droit à cette demande. Sachez que dans l'hypothèse où vous ne ferez pas droit à cette demande, il est quasi certain que par la suite, ce titulaire saisira le tribunal administratif territorialement compétent. Et devant le tribunal administratif territorialement compétent, c'est là le titulaire qui communiquera au juge justement les documents qu'il aura. S'il communique au juge des documents qui rendent compte justement de la situation de compte analytique, il est certain que le juge fera droit à cette demande. En revanche, s'il communique uniquement des documents liés à la presse internationale,
la probabilité que le juge fasse droit à sa demande indemnitaire n'est pas considérablement importante, quand bien même il soit de jurisprudence constante que quand un titulaire subit justement des sujétions imprévues, eh bien, il doit être indemnisé intégralement. Mais cette jurisprudence ne s'applique à la condition que le titulaire subisse effectivement une telle situation et soit effectivement en mesure de le démontrer. Si il ne le subit pas effectivement, cette jurisprudence ne s'applique pas. Si justement il le justifie dûment devant le tribunal administratif, il faut alors peut-être pas attendre le tribunal administratif justement pour faire droit à sa demande. Là, c'est une entente et un échange avec lui. Il faut regarder les documents qu'il communique pour voir si justement vous pourriez justement amiablement, au regard des documents qu'il communique, qui justifient effectivement que il fait face à des sujétions imprévues, sa comptabilité analytique en témoigne. Si en revanche il ne communique pas des documents précis issus de sa comptabilité analytique, je vous demande de réfléchir, mais au regard de la jurisprudence, je ne suis pas sûre que s'il n'a que des documents issus de la presse internationale et nationale, que le juge administratif fasse droit à sa demande. Ensuite, autre situation. Alors, l'autre situation, c'est la situation d'imprévision. Alors là, on n'est plus dans un événement de nature matérielle, c'était le cas de l'imprévision. Là, on est en présence d'un événement de nature économique qui présente les mêmes caractéristiques, extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible. Et là, le juge administratif considère que l'acheteur public ne peut pas indemniser intégralement le titulaire du préjudice subi par le juge, parce que le juge administratif considère que, il y a un aléa normal qui doit être supporté par le titulaire du marché. L'aléa économique comporte une partie normale qui doit être supportée par le titulaire du marché. Aussi, là encore, comme pour les sujétions imprévues, il faut que vous prononciez au regard des documents qui sont joints à la demande indemnitaire par le titulaire du marché. Si effectivement il communique des documents issus de sa comptabilité analytique qui justifient que effectivement il fait face à l'augmentation des matières premières, c'est l'exemple actuel, dans ce cas-là, oui. Si en revanche il ne communique pas des documents issus de sa comptabilité analytique, mais qui se limitent à la communication de documents issus de la presse internationale et nationale, je ne pense pas qu'au regard de la jurisprudence, sa demande puisse être considérée comme suffisamment fondée et emporter la conséquence de l'acheteur public à l'intégralité, voire même à un peu justement de la demande indemnitaire. Donc on le voit, quand il y a une demande indemnitaire, il faut regarder la motivation, il faut regarder les documents que le titulaire joint à sa demande. Si c'est des documents issus de sa comptabilité analytique, dans ce cas-là, là effectivement, il faut le regarder avec une attention énorme. Enfin, de façon générale, il faut le regarder avec une attention énorme. Mais quand le titulaire joint des documents issus de la comptabilité analytique, là, il est alors fort probable qu'il faille justement faire droit à sa demande. Alors c'est bien sûr fonction après du montant des chiffres énoncés dans la comptabilité analytique justement de ce titulaire du marché. Donc voilà la présentation synthétique des demandes indemnitaires qui peuvent être formées par le titulaire du marché. Ensuite, autre possibilité, le titulaire du marché peut également solliciter la modification du marché. Cette modification du marché, soit elles sont prévues dans les documents de consultation. Dans ce cas-là, vous, acheteur public, vous devez vous aussi appliquer les documents contractuels. Et donc du coup, vous devez justement faire droit à cette demande. Ensuite, le titulaire du marché peut également faire état de travaux, de fournitures ou de services supplémentaires. Et supplémentaires parce qu'ils sont devenus nécessaires. S'ils sont devenus nécessaires, là encore, c'est au titulaire justement à motiver ce caractère nécessaire des travaux. Et si le titulaire justifie justement de ce caractère nécessaire, vous, acheteur public, il faudra justement que vous fassiez droit justement à cette demande de modification. Alors ensuite, vous pouvez également faire droit à cette demande de modification dans l'hypothèse où des circonstances imprévues surviendraient.
Alors là aussi, il faut que ces circonstances imprévues soient constatées. Voilà. Si ces circonstances imprévues, eh bien, objectivement, on peut les constater et elles présentent effectivement un caractère imprévu, dans ce cas-là, ça peut emporter pour conséquence effectivement eh bien, une modification du marché. Ensuite également, et ça arrive de temps en temps, le titulaire du marché eh bien, cède son marché à un autre, justement, une autre entreprise. Dans ce cas-là, il faut que vous, mesdames et messieurs acheteurs publics, soyez d'accord, un avenant sera établi pour justement rendre compte justement du transfert de la cession du marché public. Mais ça encore, c'est sujet justement à modification du marché. Alors bien sûr, les modifications qui peuvent être autorisées, ces autres modifications qui peuvent être autorisées, ne doivent pas présenter un caractère substantiel, parce que si ça présente un caractère substantiel, ça revient à modifier le marché. Et une modification de l'objet du marché, ça c'est irrégulier. Donc les modifications peuvent être autorisées dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère substantiel et que leur montant ne soit pas énorme. Voilà. Donc voilà la deuxième possibilité de modification du marché qui peut être décidée justement entre l'acheteur public et le titulaire du marché. Troisième possibilité, le marché peut être résilié. Le marché peut être résilié dans plusieurs types de situations. Le premier type de situation, ce sont des événements extérieurs au marché. Ça peut être par exemple le décès du titulaire. Ça peut également être le placement en sauvegarde de justice, le redressement, voire même la liquidation judiciaire du titulaire du marché. Et ça peut également être, ça arrive malheureusement de temps en temps, l'incapacité du titulaire. Autre type de situation qui peut survenir, ce sont des événements liés au marché. Ça peut être des difficultés liées à l'exécution du marché. Là, je pense à ce que l'on a vu précédemment. Justement, la situation de force majeure. Je vous ai indiqué précédemment que si l'exécution du marché devient impossible, mais définitivement, il peut être décidé entre l'acheteur public et le titulaire du marché de résilier le marché. C'est une résiliation justifiée justement par le marché. Ensuite, autre type de situation, la faute du titulaire. Alors, cette faute du titulaire, elle est prévue dans le cahier des clauses administratives générales, dans tous les types, c'est-à-dire dans les marchés de toute nature, elle doit être dûment justifiée. C'est-à-dire que l'acheteur public, lorsqu'il constate que les prestations énoncées dans le règlement de consultation, énoncées dans le cahier des clauses techniques particulières, qui précisent justement les prestations, mais également les obligations avec les délais qui doivent être réalisés par le titulaire du marché. Si l'acheteur public constate que ces prestations ne sont pas effectuées dans les délais, dans ce cas-là, il doit adresser une lettre recommandée, également un mail, pour faire état du constat qu'il a fait et lui demander, dans un premier temps, de procéder à la réalisation de cette prestation. Si, après, justement, cette demande, il n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il est demeuré, le titulaire est demeuré inactif, dans ce cas-là, l'acheteur public doit mettre en demeure, doit adresser une mise en demeure au titulaire du marché en lui rappelant que précédemment, il lui a demandé, il a constaté justement telle et telle inexécution, qu'il lui a demandé de le faire, qu'à ce jour, il constate encore telle et telle inexécution. Il le met en demeure là, d'exécuter sous un délai, il faut que ce soit un délai raisonnable au regard de la nature du marché. En principe, très régulièrement, on met 15 jours. Il faut que l'acheteur public mette en demeure le titulaire d'exécuter justement telle et telle prestation dans le délai de 15 jours, en précisant qu'à défaut de réalisation de la prestation dans ce délai de 15 jours, l'acheteur public procédera à la résiliation du marché. Et vous pouvez même envisager, il faut l'écrire d'ores et déjà, aux frais et aux risques du titulaire. Cet rajout de partie aux frais et aux risques, ça permet que par la suite, si le marché est résilié, l'acheteur public devra alors conclure un nouveau marché. Là, on sera dans une situation impérieuse. Vous vous souvenez, on l'a abordé précédemment au début. Vous devrez alors conclure un marché avec une nouvelle entreprise et ça va vous occasionner un surcoût, vous, acheteurs publics.
Et ce surcoût, cette différence entre le marché que vous avez conclu là avec le titulaire et à qui vous avez adressé une mise en demeure, mais qui n'exécute pas, eh bien, ce surcoût, c'est le titulaire qui pourrait par la suite, justement, devoir le prendre en charge, à la condition que dans la mise en demeure, justement, vous ayez d'ores et déjà précisé, en précisant la sanction, c'est résiliation aux frais et aux risques. Par la suite, eh bien, si au terme du délai vous constatez que justement il n'a pas réagi, qu'il n'a pas exécuté la prestation, dans ce cas-là, vous envoyez une lettre recommandée au titulaire du marché en faisant état eh bien, du constat qu'il n'a pas réalisé son obligation, qu'en conséquence, et sur le fondement de la mise en demeure précédente, vous résiliez le marché et aux frais et à ses frais et risques. Et ça vous permettra par la suite, eh bien, le surcoût que vous devrez assumer suite à la conclusion de ce nouveau marché, vous pourrez justement le faire assumer par le titulaire du marché résilié. Cette chose, c'est-à-dire cette résiliation aux frais et aux risques, malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Ça demande le respect quand même d'un formalisme et je vous recommande vivement de le respecter avec attention parce que ça permet quand même à l'acheteur public de pouvoir justement récupérer par la suite justement ce différentiel, ce surcoût qu'il doit assumer suite à la résiliation justement de marché. Donc voilà un exemple de résiliation pour faute du titulaire. Ensuite, autre situation, l'acheteur public peut résilier un marché pour un motif d'intérêt général. Or, le motif d'intérêt général qui arrive malheureusement régulièrement, ça va être les fonds publics. L'insuffisance de fonds publics ou le budget n'a pas été voté de sorte qu'on ne peut pas justement lancer justement une nouvelle année, on ne peut pas renouveler par exemple ce marché. Donc voilà les situations qui peuvent intervenir que l'acheteur public peut justement rencontrer en matière de résiliation pour événements extérieurs, pour des événements liés au marché, pour la faute du titulaire ou également pour motif d'intérêt général. Alors bien sûr, et je vous l'ai indiqué, la décision de résiliation doit impérativement être motivée, dûment motivée, parce que cette décision par la suite peut être contestée par le titulaire du marché résilié, et devant la juridiction administrative territorialement compétente, il vous appartiendra, vous, mesdames et messieurs les acheteurs publics, de communiquer les documents qui démontrent que votre décision de résiliation est dûment motivée. Et il faudra également qu'un décompte de résiliation soit établi. Voilà. Passons maintenant, après la passation, l'exécution, maintenant passons à la réception des prestations objet de marché, et après à ce qui suit justement la réception. Alors, la réception des prestations doit intervenir, bien sûr, de façon contradictoire. Elle peut être assortie de réserves, et réserves qui, par la suite, doivent être levées. Je vous recommande vivement, vous, mesdames et messieurs les acheteurs publics, d'être accompagnés par des gens de la technique qui connaissent parfaitement l'objet du marché concerné et qui pourra justement avoir des réflexes. Alors dans l'hypothèse, vous ne les auriez pas. Peut-être que vous, mesdames et messieurs, vous avez justement les réflexes dans bon nombre de marchés. Mais je sais que tous ne les ont pas dans tous les domaines de marché. De sorte que je recommande quasi systématiquement que justement, le service technique du domaine du marché, justement, accompagne l'acheteur public lors de la réception. Bon. Mais cette réception, alors, marque l'achèvement des travaux, mais également marque surtout le point de départ de toutes les garanties que le titulaire doit prendre en charge. Alors les garanties de parfait achèvement, les garanties biennales, mais également les garanties décennales. Et c'est également l'occasion pour l'acheteur public de régler au titulaire du marché le solde du marché, et notamment avec l'établissement du décompte général. Postérieurement à la réception du marché, des différends peuvent encore survenir. On en a eu pendant la procédure de passation, on en a eu pendant l'exécution du marché, et on peut également en avoir encore postérieurement à la réception.
Dans un premier temps, c'est le titulaire du marché qui adresse un mémoire en réclamation à l'acheteur public. Dans ce mémoire, il énonce de façon précise les motifs du différend, et il énonce également les sommes qu'il réclame. Et là, il doit adresser cette demande indemnitaire dans le délai de 2 mois, suivant la naissance du différend. L'acheteur public a alors 2 mois pour répondre. Dans l'hypothèse où l'acheteur public ne répondrait pas, sachez que l'absence de décision de l'acheteur public vaudra rejet de la réclamation formée par le titulaire du marché. Le titulaire disposera alors de la possibilité soit de saisir le comité consultatif de règlement amiable des litiges, soit un conciliateur, soit un médiateur. S'il le fait, ça va suspendre le délai de recours contentieux, mais il peut, après avoir saisi l'un d'eux, le comité, le médiateur ou le conciliateur, saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Et dans ce cas-là, ça sera un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet. Vous, acheteurs publics, tant devant le comité consultatif de règlement amiable, dont l'hypothèse où le titulaire viendrait à saisir le comité, ou devant le conciliateur, ou devant le médiateur, ou devant le tribunal administratif, il faudra, vous, mesdames et messieurs acheteurs publics, que vous assuriez la défense de votre intérêt. Il faudra que vous répondiez à chacun des moyens qui seront développés par le titulaire. Et pour vous défendre, mesdames et messieurs les acheteurs publics, il vous faut les documents, tous les documents écrits qui seront intervenus pendant la procédure de passation, pendant la procédure d'exécution. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de participer à toutes les réunions, de répondre à toutes les demandes verbales et qu'il y ait une trace écrite de tout, que vous conserviez les traces de tout ce qui s'est déroulé pendant l'exécution du marché. Parce que tous les documents écrits que vous aurez conservés, ce sont autant de preuves qui vous permettront de vous défendre utilement devant le comité consultatif, devant le conciliateur, devant le médiateur et également devant le tribunal administratif territorialement compétent. Donc je ne peux que vous recommander vivement de conserver tous les documents écrits que vous aurez créés tout au long de l'exécution du marché, également en procédure de passation, et surtout conservez-les parce que c'est autant de preuves et autant d'outils de défense pour vous. Ensuite, ce qui peut également intervenir, après justement ce différend avec le titulaire du marché, c'est la survenance de désordres à la suite justement de la réception de votre marché. Si des désordres surviennent postérieurement à l'exécution du marché, il est indispensable que vous demandiez au tribunal administratif territorialement compétent de désigner un expert dont la mission consistera à décrire avec précision les dégâts constatés pour ensuite déterminer les causes des désordres. Et l'expert, en plus de décrire les causes des désordres, déterminera justement les responsables. Et sur le fondement du rapport qui sera établi par l'expert désigné par le tribunal administratif, eh bien, vous pourrez revenir devant le tribunal administratif, engager la responsabilité justement du titulaire du marché sur le fondement du rapport de l'expert en demandant sa condamnation. Voilà, mesdames et messieurs les acheteurs publics, je viens de vous présenter de façon relativement synthétique la procédure de passation de marché public, l'exécution de marché public, également la réception de marché public et ce qui peut survenir postérieurement à la réception des marchés publics. Vous l'avez vu, au cours de ces 3 phases, des différends peuvent survenir, des contentieux peuvent survenir, et dans le cadre de votre défense, il est indispensable que vous disposiez de documents pour justement que vous puissiez les communiquer au juge, au conciliateur ou au comité consultatif dans le cadre de votre défense. Aussi, je ne peux que vous recommander vivement
de nouveau, de conserver tout au long de cette procédure de passation, tant dans la description du besoin qui doit être très précise, que dans l'établissement des documents de consultation qui doivent être également très précis, que pendant l'exécution de marché, de répondre systématiquement de façon écrite et de conserver systématiquement tous les documents écrits, parce que tous ces documents écrits, ça sera des preuves et ça permettra votre défense de façon efficace dans le cadre des contentieux à venir, y compris devant le conciliateur médiateur ou comité consultatif de règlement amiable. Alors, la dernière fois, vous m'avez posé sur la plateforme une pluralité de questions. Par la suite, j'ai répondu oralement à ces questions. Là, compte tenu d'un problème technique, je ne pourrai pas le faire oralement, mais on va prendre connaissance de toutes ces questions que vous aurez posées et je répondrai à l'intégralité des réponses que vous aurez posées de façon écrite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à M. Bousquet. Merci, maître, de cette intervention. Donc, effectivement, l'équipe technique se joint à moi pour présenter nos excuses de ne pas avoir pu diffuser en direct l'intervention de maître Ortolan. En revanche, bien sûr, maître reste à votre écoute pour répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir en complément de sa présentation. Également, les chargés d'affaires, donc Groupama et votre chargé d'affaires sur votre département restent également disponibles pour répondre à vos sollicitations. Et bien évidemment, si vous avez des questions, on a vu, on était très orienté sur les marchés de travaux, mais vous pouvez avoir aussi des questions qui concernent les services. Et si certaines questions concernent directement Groupama, bien évidemment, nous y répondrons avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.